Alors vous dites ce soir que vous voulez bien vous désister en vue du second tour, mais à une condition. C'est cela ? Non, j'ai pas mis de condition ce soir. Tout le monde, j'ai indiqué que le principe qui s'appliquait était celui du désistement, dans la mesure où nous sommes dans quelques circonscriptions 2 candidats de gauche au second tour. Celui qui est moins bien placé, celui qui arrive deuxième, le principe devrait être celui du désistement. Donc vous vous désistez ce soir ? Donc ce matin, très tôt, je l'ai dit que j'étais prête à me désister. J'ai proposé aux autres candidates qui sont dans la même situation que moi, de le faire ensemble. En plus, je pensais que si Sabrina Ali Ben Ali à Montreuil, Céline Verzelletti à Paris 20e et moi-même nous réunissions pour ensemble affirmer que nous nous désistions, il me semble que ça pouvait réparer des choses, ça aurait été une belle image après cette phase extrêmement agressive entre nous. Bon, vous parlez déjà au passé. Ça oui, veut dire parce que j'ai écouté Emmanuel Bompard au journal de 20h de France 2 et il a fermé cette porte. Visiblement, Emmanuel Bompard, la direction de la France Insoumise, souhaite continuer de mettre des moyens humains, des moyens financiers dans une espèce d'espoir fou qui n'arrivera pas, de faire battre Alexis Corbière, de faire battre Daniel Simonet. Quitte à perdre. Quitte à perdre la circonscription. Non, les circonscriptions ne seront pas perdues. C'est des circonscriptions très à gauche et que mes camarades Corbière et Simonet vont représenter dimanche soir. Donc, pardon, qu'on comprenne bien, est-ce que vous vous désistez donc ce soir ? Oui, je me désiste. Moi, je le ferai. Je le fais unilatéralement, toute seule, parce que moi, je n'ai pas de principe à géométrie variable. Voilà. Je voulais qu'on le fasse ensemble. Il me semblait que c'était la bonne chose à faire, la chose éthique à faire. Je constate que la frénésie d'espèce de vengeance, de haine à l'intérieur de la France Insoumise par la direction continue. Et je ne peux faire mieux que d'être responsable de mes actes à moi. J'en ai parlé avec notamment les camarades insoumis dans ma circonscription. Vous savez, pour les insoumis, chez moi, ça a été très difficile cette période parce que ce sont les insoumis de Bobigny, Drancy, Le Bourget qui animent vraiment tout le travail de gauche sur ces territoires, qui ont fait le beau score là-bas de Manon Aubry, qui depuis 2 ans construisent avec moi une gauche implantée dans ces quartiers-là. Et ils ont été balayés, ils ont été méprisés par la direction. Et donc, on en a parlé, et certaines d'entre elles, je dis des femmes surtout, parce que c'est beaucoup des femmes, je pense que j'ai Anita Gadji, je te salue, co-animatrice de la France Insoumise à Bobigny, mère célibataire de 4 enfants, née en Côte d'Ivoire, qui a fui la Côte d'Ivoire enfant, Mélissa Tasligol, animatrice des Insoumis à Drancy, d'origine kurde, toutes ces femmes extraordinaires, elles me disent, Raquel, nous, de toute façon, on a envie d'être utile et pourquoi pas aller militer dans des circonscriptions où des camarades en ont besoin. Et c'est ce qui va se passer. Les camarades de ma circonscription vont aller militer cette semaine pour François Ruffin ou pour d'autres. Et c'est ce qu'aurait dû faire la France Insoumise, c'est ce qu'aurait dû faire. Ils auraient dû aller aider Alma Dufour, ils auraient dû aller aider Mathias Tavel, Rachel Keke, toutes ces personnes qui sont attention utiles. à ouvrir les circonscriptions parce que on a des questions de temps de parole. Comment vous avez pris ces déclarations de Manuel Bompard, cette fin de non-recevoir ? Parce que ça faisait quand même un moment que vous étiez député. Vous êtes en colère, vous êtes triste, vous êtes... Écoutez, moi je le savais que mes prises de position de contestation de la ligne de Mélenchon m'exposaient à une vindicte personnelle de la part de Jean-Luc, dans la mesure où ce parti-là, la France Insoumise, n'est pas un parti démocratique qui n'administre pas les désaccords internes. Bon. Je ne pensais pas qu'il le ferait avec l'extrême droite à 40%. Je pensais qu'avec l'extrême droite à 40%, il y aurait une grosse pression à l'unité. Et elle a été là, cette pression. C'est grâce à ça, d'ailleurs, qu'on a réussi à faire le Front populaire. Et de ce point de vue, moi, je suis ravie. Ça fait des mois que je travaille pour l'unité de la gauche. Ça fait des mois que je travaille pour qu'on arrive à produire un discours politique qui parle à la fois au centre-ville et aux zones urbaines et aux campagnes, tel que, par exemple, ça avait été proposé par François Ruffin. Ça, c'est ma ligne stratégique. Donc, je suis contente qu'on défende un programme de relance de l'économie par la consommation populaire, avec la hausse des salaires, la hausse du SMIC, le fait que les milliardaires payent enfin des impôts pour qu'on puisse mettre cet argent-là dans les écoles. Sauf que, est-ce que ce nouveau Front populaire, il peut tenir quand on voit comment vous êtes traité, par exemple, au sein de cette... Moi, je préfère le prendre dans l'autre sens. Je pense que le fait que nous existions, premièrement, ces personnes qui avons dit
autre chose. Et deuxièmement, le fait surtout, et plus important encore, que nous ayons gagné dans les urnes. Parce que ce qui compte, en fait, c'est que Alexis Corbière a battu la candidate mélenchoniste. Que Daniel Simonet a battu la candidate mélenchoniste. Où vont-ils siéger après ? Dans des territoires qui étaient, dans la théorie de Jean-Luc Mélenchon, des territoires qui étaient en osmose avec lui et qui ne pouvaient pas être autrement que 100% mélenchonisés. Eh bien non, en fait, il y a une culture de gauche insoumise, Front populaire, démocratique, unioniste, constructive. Et le fait que je sois là ce soir pour en parler, que Corbière ait gagné ce premier tour ainsi que Simonet, je pense que ça doit rassurer les personnes à la maison qui peut-être, effectivement, ont pu, peut-être aussi par des attaques de mauvaise foi. Je viens d'entendre Odoul, l'extrême droite, ils nous repeignent toujours dans des voilà, avec des traits absolument monstrueux, c'est de mauvaise foi. Mais il me semble quand même que pour qu'on arrive à gagner dimanche soir prochain, il faut qu'on arrive à montrer un visage rassurant. Oui, mais et notre pardon, mais quand on existence vous entend, non, mais surtout quand on vous entend parler d'un parti qui est antidémocratique. Je veux dire, vous avez quand même dit ça là il y a quelques secondes sur ce plateau. Oui. Vous qui croyez justement en ce nouveau Front populaire, ça vous arrive pas ces derniers jours de vous dire finalement que vous pourriez être mieux traité dans un autre parti qui fait partie de ce nouveau Front populaire? Mais pourquoi vous restez? Mon parti, c'est le Front populaire. Oui, Mon gouvernement est le gouvernement du Front populaire. Je ne pense pas que la gauche aujourd'hui, la gauche, je vais vous dire clairement, non mais c'est pas le sujet là, c'est pas le sujet. Les gens à la maison, leur sujet, c'est de savoir qui va gouverner. Vous aussi, comme journaliste, ça devrait être ça votre sujet. C'est est-ce que ce sera un gouvernement RN? Ou est-ce que ce sera un gouvernement Front populaire? Oui, donc moi, on je sait suis que c'est très à l'aise. on en parle depuis 20h30, mais merci, là, votre voilà, cas est intéressant. Voilà. Ça vous arrive pas, là, ces derniers temps, de vous dire, mais finalement, pourquoi je reste? Mais madame, moi, je milite depuis l'âge de 16 ans, j'ai 50 ans. Ça fait 34 ans mais que je vous milite. pouvez militer avec un autre parti Attendez, qui incarne des valeurs de gauche? Je peux surtout militer sans être députée. D'accord, j'ai été députée pendant 2 ans. Tout le reste de ma vie, j'ai milité bénévolement, y compris pour Jean-Luc Mélenchon, qui lui était parlementaire pendant 35 ans. Donc, et ça me pose pas, une bonne ambiance, ça me pose pas de difficulté d'être utile à la lutte dans une autre position. Vous savez, moi, alors, vous voulez qu'on parle de moi, mais ma mère était enceinte de moi en prison au Chili, et on a survécu. Ma vie n'est que du rab. Ma vie n'est que du rab. D'accord? Donc, en fait, je n'ai pas de problème. Je suis dans la lutte, je suis dans le combat. Je veux qu'on gagne cette élection de dimanche prochain. Et je me fiche, mais alors, mais vous êtes ému d'en des parler. obstacles. Oui, parce que tout ce qui se passe dans le pays aujourd'hui est émouvant. On devrait tous et toutes nous bouleverser. Donc, je tâche d'identifier des obstacles à une certaine éthique en politique. Il y en a à la France insoumise, des obstacles. Mais voyez, on les a battus dans les urnes dimanche dernier, ça me rassure. Et je veux que ça rassure aussi les Françaises et les Français qui nous écoutent. Et ces problèmes-là, qui existent, que je ne nie pas, nous les gérerons ensuite. Mais dans un premier temps, là, ce qui compte, c'est qu'on soit unis, c'est qu'on soit ensemble. Est-ce que vous comprenez l'émotion de Marine Tondelier, par exemple, la secrétaire générale d'Europe Écologie Les Verts, très émue ce matin en réponse à Bruno Le Maire, qui fait partie de ces personnes dans le camp Macron qui mettent dos à dos la France Insoumise et le Rassemblement National et qui disent « ce sera aucun des deux ». Bien sûr, Marine Tondelier a raison. Enfin, on ne peut pas avoir ni raison ni tort de s'émouvoir. Mais ce que je veux dire, c'est que son émotion, je pense, prend racine dans une lucidité par rapport au moment historique dans lequel nous sommes. Et c'est évident que les propos du ministre Le Maire sont irresponsables. Mais moi, j'ai confiance, en fait, dans les citoyennes et les citoyens. Je pense qu'en fait, plus personne n'écoute Le Maire, plus personne n'écoute Attal, plus personne n'écoute plus personne n'écoute Édouard Philippe non plus. Peut-être. En tout cas, plus personne n'écoute. Vous savez, quand on est immigré comme moi je suis arrivée en France à l'âge de 14 ans. Quand on est immigré comme moi et qu'on épouse le projet français de façon, à la limite, au départ, de façon théorique, c'est-à-dire qu'est-ce que la France? C'est la liberté, l'égalité, la fraternité. En fait, on n'a rien d'autre que ce projet-là, ce projet politique républicain, et on y croit. On a à la fois des nouveaux convertis par rapport à la République. Et peut-être que celles et ceux qui n'ont pas ce type de parcours comme moi et qui sont nés en France et qui n'ont pas eu d'autre choix que de naître là et qui ne se posent pas la question de savoir ce que c'est qu'être français, ben je leur dis, écoutez-nous, nous les immigrés qui avons choisi la France, qui avons réfléchi à cette question de savoir ce que c'est que la France, et qui connaissons l'histoire de France et la différence entre une nation civique ou une nation ethnique. Et il est ici le choix. Et que vous soyez de droite, que vous soyez
blindé aux as et qui vous rechignez à payer des impôts, s'il vous plaît, mettez les choses à l'endroit. Vous devez choisir entre le projet nation ethnique ou nation civique. Et ensemble, et je peux vous le dire, je peux vous le garantir, nous ne sommes pas une menace. Nous ne sommes pas une menace. N'écoutez pas celles et ceux qui vous disent que nous sommes menaçants. Nous sommes à l'inverse, les plus fervents supporters excusez-moi, de l'histoire mais républicaine de ce pays. la manière dont vous décrivez Jean-Luc Mélenchon ce soir peut apparaître comme une menace pour les Français. Vous parlez d'un parti antidémocratique, par exemple. Excusez-moi. Ça peut faire peur. J'ai l'impression de mouliner dans le vide. Mais non, c'est passionnant ce que vous dites. Vous êtes très émouvante, madame. Vraiment. Alors prenez la mesure. Et moi, j'aimerais beaucoup que dans la gauche, on entende des discours comme le vôtre. Malheureusement, on l'entend pas souvent. Mais le problème, c'est qu'il y a une différence entre la description que vous faites de Jean-Luc Mélenchon et de dire juste après, mais il n'y a pas de menace. Mais je trouve que là, il y a une différence qui est choquante. Vous n'avez pas compris qu'il y a eu un résultat sorti des urnes, là, à Montreuil-Bagnolet, Paris 20e? Vous n'avez pas compris que les gens ont voté pour cette gauche de l'après-Mélenchon? Ça vous rassure pas, ça? Mais moi, bien sûr que ça me rassure. Bien sûr. Donc, pour moi, il n'y a plus de problème Mélenchon. Justement, je voudrais qu'on vous fasse dire et je m'y emploie. Juste Raquel Garrido. Mais pour l'instant, la gauche de l'après-Mélenchon, c'est éventuellement Montreuil-Bagnolet, peut-être Paris 20e, je pense que c'est dans toute la France. Là, je parle juste de l'endroit où on a pu mesurer par les urnes. Et François Ruffin, s'il est réélu. Oui, mais par exemple, pourquoi Sophia Chikirou, qui est donc candidate victorieuse dans la 6e circonscription de Paris, pour le nouveau Front populaire, écrit cela il y a quelques heures? Ce sera soit Mélenchon, elle l'a dit ça, on va contextualiser, être tout à fait précise, elle a dit cela à Paul Laroutureux, qui est un journaliste de LCI, l'un de nos confrères, et elle lui a donc dit de vive voix, ce sera soit Mélenchon à Matignon, soit un autre insoumis. Mais Sophia Chikirou sait que ce n'est pas vrai. Dans la circonscription de Sophia Chikirou, Glucksmann était en tête. Sophia Chikirou a été élue grâce aux voix socialistes. Donc, si aujourd'hui, il y avait une division à gauche, Sophia Chikirou n'aurait pas été élue dès le premier tour, elle ne serait même pas députée. Donc, moi, je veux bien qu'on entretienne ce climat hyper mélenchoniste jusqu'au boutiste. Il ne correspond pas à la réalité de la vie politique de notre pays. Nous avons fait le nouveau Front populaire parce que de toute façon, personne ne pouvait gagner tout seul. Donc soyons raisonnables, nous sommes ensemble, et c'est vrai, par une répartition politique, mais aussi sur un programme que, je répète, est un programme de bien vivre. Mais comment vous expliquez que dans cette commission d'investiture... Il n'y a pas de commission d'investiture chez nous. Mais Manuel Bompard l'a présenté comme ça, que personne ne se soit levé pour justement récuser les candidats. Et pourquoi personne ne s'est levé quand Emmanuel Macron a dit je vais dissoudre? Non, là je parle des insoumis. Là, oui, mais c'est le même ressort. C'est le même ressort. Mélenchon-Macron, même combat, c'est ça? C'est une logique présidentialiste de gens qui, à un moment donné, pensent devoir leur vie politique à des candidats à la présidentielle. Mais elle va être bien la 6e constitution. Ah oui. Et précisément, c'est ça. Non, mais attendez, mais Bruno Jeudi, vous vous êtes trop intelligent pour ne pas comprendre que précisément la 6e République, la 6e République est un projet de société qui rompt avec la monarchie présidentielle, avec cette toxicité du pouvoir d'un seul. Et c'est précisément pour ça que je suis insoumise et que j'ai écrit ces livres-là sur la 6e République et que je me suis battue. Parce que c'est parce qu'il y a... Insoumise et minoritaire. Qu'est-ce que vous en savez? C'est plutôt l'inverse. Moi, j'ai l'impression que les résultats dans les urnes, là où on s'est compté, parce qu'on ne sait pas compter. On ne sait pas compter vu qu'on est tous ensemble, mais c'est tant mieux. Moi, j'ai voulu qu'on soit tous ensemble. Mais là où on s'est compté, c'est notre ligne qui gagne. C'est pas la ligne sectaire qui gagne, c'est notre ligne, la ligne unitaire, la ligne des bourgs et des tours qui sont ensemble. Voilà, la ligne de la conquête du pouvoir. Il vous a devancé dans la circonscription de Drancy-Bobigny. Moi, oui, bien sûr, moi, oui. Moi, sur les 100%, on va dire, de la vague Front populaire, j'en ai capté 42%. C'est énorme, en fait. J'ai fait 8600 voix. On est au cœur de la Seine-Saint-Denis, donc même là, Mélenchon n'est pas tout à fait totalement prescripteur. En tout cas, même si je reconnais ma défaite, et encore une fois, je vais jusqu'au bout, je me désiste parce qu'à un moment donné, ça suffit, les principes à géométrie variable. Ça suffit de faire des injonctions aux autres pour les mettre au pied du mur. Et quand ça s'applique à soi-même, on ne le fait pas. La 6e République, c'est aussi une éthique de la politique. Et vous vous désistez donc, c'est ce que vous nous disiez, même si ils vont maintenir les candidats à la France Insoumise face à Alexis Corbière, face à Daniel Simonet. Et chacun pourra voir la différence entre nos pratiques politiques. Et j'espère
du coup, que les électrices et les électeurs, dans ces circonscriptions, vont encore plus renforcer Corbière et Simonet, qu'ils ne l'ont déjà fait au premier tour, parce qu'ils voient bien la différence de nos façons de faire en politique. Pablo, et après on fera une question de téléspectateurs. En fait, j'ai deux petits mots. La première chose, c'est un petit point historique quand même sur la gauche. Ces histoires de désistement pour le candidat qui est le mieux placé à gauche, c'est quelque chose d'historique. Ça a toujours existé à gauche. Et là, voilà, sur les circonscriptions dont a parlé Raquel Garrido, Jean-Luc Mélenchon et la direction de la France Insoumise font une entorse à voilà, ce qui a toujours été fait entre les communistes, notamment, et les socialistes. Ça n'est pas propre à ce scrutin et à l'ambiance actuelle. Non. Et la deuxième chose qui est importante, non, justement, c'est l'inverse. Je dis que genre ils se sont toujours désistés. Les communistes pour les socialistes ou les socialistes pour les communistes dans les années 50, 60, 70. Enfin, même s'ils se détestaient 80, et qu'ils se cherchaient les 80, 90 et même s'ils se cherchaient des poux. Donc là, ils rompent avec cette histoire voilà, de la gauche. La deuxième chose, c'est que je vois que beaucoup de gens... C'est normal en fait que Raquel Garrido veuille parler de ce qui s'est passé dans sa circonscription. Parce que c'est important. La France Insoumise est un parti important en France avec... qui avait de nombreux députés dans le dernier mandat, mais je pense tous collectivement qu'il faut qu'on arrête, en fait, et ça vaut aussi pour Paul Laroturo qui a interviewé Sophia Chikirou pendant à peu près 5 minutes en essayant de lui faire cracher est-ce que Mélenchon va être Premier ministre. Il faut qu'on arrête avec Jean-Luc Mélenchon. Il faut qu'on arrête avec cette c'est lui qui s'est présenté 2 minutes après les résultats hier, et qui a mis en scène sa prédominance sur le Front populaire. Je suis d'accord qu'il l'a fait. D'ailleurs, les autres, je suis furieux. Je suis d'accord. Il y a quelques témoignages qui ont circulé dans les couloirs. Fred, je suis complètement d'accord qu'il l'a fait. Après, c'est aussi la mission de nous en tant que journalistes de faire attention, de ne pas réagir en fait à chacune des provocations de Jean-Luc Mélenchon. Sauf que difficile, Pablo, quand hier, c'est le seul qui prend la parole et qui fait 2 minutes après les résultats. Sans avoir prévenu les autres partis du Front bien, populaire. On est le lendemain. C'est-à-dire que ces décisions dimanche, de Jean-Luc Mélenchon peut avoir le pouvoir et la majorité absolue à l'Assemblée nationale. Donc, il s'agit en tant que citoyen, mais aussi en tant que journalistes qui avons lu et qui connaissons l'histoire de l'extrême droite en France, mais aussi dans les autres pays autour de nous, de faire attention à ce qu'on dit et de la façon du danger fasciste dont tu parles, il faudrait qu'on ne parle plus de Jean-Luc Mélenchon pour dire que tout ce qu'il fait c'est bien. Je ne dis pas ça, je dis qu'il faut arrêter avec cette obsession. Je dis qu'il faut arrêter avec cette obsession. C'est pas une obsession, c'est une c'est une obsession. Mais non, je veux dire, personne n'avait demandé ni à Gabriel Attal ni à Jordan Bardella de parler de Jean-Luc Mélenchon lorsqu'ils font leurs 20 heures ou lorsqu'ils font leurs interviews. Et ils le font systématiquement. Ils n'occupent pas exactement la même place, en l'occurrence. Ils font exprès. Vous avez compris. Vous avez compris qu'ils font exprès. Vous avez compris que toutes les personnes là qui aujourd'hui ont choisi plutôt Le Pen que le Front populaire passent leur temps à parler de Mélenchon parce que ça les arrange. Vous avez compris quand même. Voilà. Oui, mais sauf que Mélenchon n'a pas compris que ça servait la cause. Fred, alors pourquoi vous renchérissez alors? Ah ben parce qu'on est là pour discuter, nous. Non, oui, excusez-moi, on n'est pas là. On a une responsabilité dans le choix qui vient pour les Français. S'il vous plaît, Chacun a son éthique professionnelle, chacun a sa place. Un téléspectateur, Régis, et peut-être que Roselyne, vous pouvez lui répondre parce que je vous ai vu lire ce commentaire. Je trouve dommage, dit Régis, que l'on puisse se désister d'une certaine manière. Je trouve que l'on jette à la poubelle des millions de votes. Le but, je le dis à Régis, c'est de pouvoir défendre des idées. Si finalement, si en se maintenant, on fait gagner un candidat qui est opposé à des choses fondamentales auxquelles vous croyez, et qu'en se désistant pour un candidat proche de soi, moi j'ai été dans des élections plurielles, j'ai été élu 5 fois député de Maine-et-Loire, j'arrivais en tête d'une primaire à droite, et les personnes se désistaient pour moi, parce qu'elles avaient le sentiment que je représentait quelque chose de plus proche de leurs idées que le candidat de gauche. Heureusement qu'on peut se désister. Il y a des principes fondamentaux et puis il y a des nuances et c'est très heureux que ça se passe comme ça dans la démocratie. Il y a une question d'Antoine aussi, je crois, qui va s'afficher. La question d'Antoine, suspense. Ne pensez-vous pas que les gens qui ont voté Nouveau Front Populaire cherchent une rupture et que si le candidat Nouveau Front Populaire de leur circonscription se retire, ils voteront Rassemblement National? On l'avait évoqué tout à l'heure avec Henri Guénaud. Il peut y avoir cette volonté dans le vote anti-système d'avoir des
passerelles entre les électeurs du Rassemblement national et du Nouveau Front Populaire. Vous y croyez, vous, à des passerelles? Pratiquement un adhérent, un sympathisant de la 23% de la CGT était électeur du Rassemblement national. La secrétaire générale de la CGT était candidate du NFP. Exactement. Et encore une fois, la CGT, c'est une confédération de syndicats. Que ce vote vers l'extrême gauche se reporte vers l'extrême droite. Ce que je pense, c'est que le scrutin uninominal à 2 tours, qui donc ne permet en général qu'à 2 personnes d'être au second tour, ne permet pas aux citoyens d'être satisfaits sur leur représentation. Et donc, c'est la raison pour laquelle on se bat quand même depuis très longtemps pour la proportionnelle, etc., pour que vraiment chaque vote compte réellement. Parce que dans notre système, il n'y en a qu'un par circonscription. C'est comme si dans cette circonscription, tout le monde, les 100%, n'avait qu'une couleur politique, ce qui est faux. Mais c'est notre système. Et donc, du coup, là, ce que je pense, c'est que si vous n'avez que 2 options, comment réagit le tiers absent? C'est toujours c'est compliqué. C'est compliqué. C'est pas évident. C'est pas évident qu'ils vont tous faire barrage au RN. C'est pas évident. Non. De moins en moins. Là, il va y avoir effectivement, à mon avis, un grand suspense. Et c'est aussi la raison pour laquelle nous, le Front Populaire, ne devons pas compter sur ces triangulaires. Nous devons demander aux gens directement de nous donner la majorité absolue. Notre majorité de gouvernement, il faut pas qu'on aille la chercher dans une boîte de bonneteau, quoi. Enfin, je dirais, c'est pas au petit bonheur la chance, cette affaire-là. C'est un projet politique qui est différent de celui de l'extrême droite. Il est différent. Notre projet n'est pas notre idée, c'est pas que, en gros, en rendant la vie amère et terrible aux immigrés, on va, par je ne sais quelle magie, rendre la vie meilleure pour les autres. Ça, c'est le problème de l'extrême droite. Et vous croyez, pardon, à l'inverse, c'est que tout le monde gagne mieux sa vie. Vous y croyez encore à une majorité de la gauche ensemble. C'est encore possible, là, une majorité de gauche? Mais bien sûr, puisque en gros, il y a 2 forces à 30%, 10 millions de voix, 9 millions de voix. Je veux dire, c'est rien comme différence en réalité. Il y avait qui pour la mener, le suspense, il est très grand. Parce que tout à l'heure, on avait un téléspectateur qui nous disait, moi je veux bien voter pour le nouveau Front Populaire au second tour, mais j'ai besoin de savoir quelle sera la 3e étape, c'est-à-dire qui sera en cas de majorité, la personne qui mènera ce bloc de gauche à Matignon. Alors, puisque vous l'imaginez. Cette personne anonyme qui n'est pas vous. Non, mais je vous promets que c'est vrai, il y avait vraiment une question. C'est une blague. Mais comme Bruno peut confirmer. Rosine était là aussi, je crois, et Pablo aussi. Fred n'était pas encore arrivé. Je vous crois, mais comme vous m'avez déjà posé cette question plusieurs fois. Vous pouvez parler en totale liberté ce soir. C'est mon genre en plus. Ouais. Ce que je veux dire, c'est que cette recherche de l'homme ou la femme providentielle, c'est exactement la faille originelle de la Ve République. Mais là, en l'occurrence, c'est un Premier ministre, c'est pas la. Oui, justement, c'est encore plus étrange de chercher cette unicité pour un Premier ministre. Il faut bien un chef de la majorité. Pardon. D'abord, chaque chose en son temps. Pourquoi est-ce que dans les chaumières, on dit de pas tuer la peau de l'ours avant l'avoir vendue ou pas mettre la charrière? Là, c'est dans 4 jours, en 5 jours. Non, on veut savoir quel ours sera Matignon. Donc moi, je vous dis la chose suivante. Est-ce que vous pensez par exemple à Clémentine Autain, mais bien sûr, êtes proche à les épaules? Mais bien entendu, mais on a trop de choix, pas assez. On a trop de choix. Ces hommes et ces bien sûr, ces hommes et ces femmes sont d'une extraordinaire qualité. Est-ce qu'il y a Jean-Luc Mélenchon? Il y en a un qui est très bruyant. Oui. Et qu'on voit beaucoup. Mais je vous prie de croire et je vous prie d'imaginer ce gouvernement, cette collégialité avec ces députés que vous avez vus depuis 2 ans, les 150 de la NUPES, tous ces gens avec qui on a fait. Non mais Fred, vous êtes de droite de toute façon. Non, je suis pas de droite, moi. Je vous demande pas d'imaginer le programme. Non, de toute façon, je n'ai pas de politique. Vous devez être en train de compter pour savoir si vous allez payer plus d'impôts. Les filles sont de l'extrême droite. Non, mais là, je parle pas de tout le monde, je parle de. Mais non, mais je ne fais partie d'aucun parti politique et en plus, je suis journaliste, donc là, je n'ai absolument aucun parti. Je suis désolé, mais excusez-moi, parce que si vous vous référez à ce qu'a été la NUPES pendant ces 2 ans, avec la haine qu'il y a entre les différents groupes. Mais c'est pas vrai. Excusez-moi. Enfin, la NUPES a explosé plein de fois. Elle a explosé plein de fois. Écoutez, je ne vais pas vous faire injure, mais vous n'êtes pas un spécialiste de la vie parlementaire de ce pays. Non, je n'ai jamais été parlementaire. Voilà. Non, mais simplement, en tant qu'observateur, j'ai vu qu'il y avait quelques petites dissensions et quelques noms d'oiseaux où vous avez des gens de certains partis qui traitent de fascistes des gens de la NUPES. C'était quoi là? C'était Quatennens avec. On va la
laisser répondre, Fred. Non, mais Quatennens avec Ruffin la semaine dernière. Bah, et puis député Quatennens. Écoutez, par exemple, nous, le groupe Insoumis, nous avons voté 95% des amendements socialistes. D'accord ? Nous avons forgé en 2 ans une homogénéité sur notre ligne politique qui a été forte, sur les questions budgétaires, sur les questions, presque toutes les lois, on était ensemble. On peut gouverner. Notre programme n'est pas un petit artifice qui n'engage rien. C'est un contrat de législature. Et ces hommes et ces femmes que vous voyez là, les Marine Tondelier, les Olivier Faure, même les chefs insoumis, et puis les insoumis, on va dire un canal historique que nous sommes, tout ça, les communistes... Les économistes qui nous ont suivis sur le lancement là, du Front Populaire, les Julia Cagé, les Zuckman, tout ça, toutes ces personnes-là, on est prêts à gouverner ce pays. Nous sommes prêts à gouverner ce pays. Pourquoi vous avez si peur que nous gouvernions ce pays? Parce qu'on va vous faire payer un peu plus d'impôts. Mais est-ce que c'est vraiment vous qui êtes concernés? Pourquoi vous défendez les milliardaires et leur avarice? Moi, je ne comprends pas ça. Vous préférez ça? Je dis à vous, c'est... Oui, on a l'impression Je ne vois pas de milliardaires à cette table, mais... On est d'accord. On aimerait bien. On est d'accord que les milliardaires sont ni à cette table, ni derrière les caméras, ni en régie. Voilà. Donc pourquoi est-ce que le système médiatique donne cette impression de vouloir défendre les milliardaires absolument? Votre programme économique, il ne tient pas la route. Ça, c'est pas vrai. Mais si, tient pas la route. C'est pas vrai. Vous êtes incapable de le financer. Mais il est infinissable. Bruno, je dis, alors... En dehors d'augmenter, de matraquer les impôts. C'est déjà le pays. C'est un des pays qui paye le plus d'impôts. Voilà. Ok. Donc, pardonnez-moi, je vais vous répondre d'une façon extrêmement simple. Dans les 7 années de gouvernement Macron, c'est 50 milliards d'euros par année qui ont été donnés en cadeau par Macron aux milliardaires. L'attractivité de la France, l'amélioration de l'emploi. Ils n'ont pas été donnés, c'est un moindre prélèvement. Les Français, voilà, on est d'accord, sauf que c'est de l'argent public tout ça. C'est un manque à gagner. Non. Que nous, les familles, ça nous manque quand on va à l'hôpital, ça nous manque quand nos enfants n'ont pas d'enseignants remplacés, quand les enseignants sont malades, ça nous manque quand on appelle la police et que la police vient pas. Ça nous manque. Et ça, c'est la faute à Macron. Donc, ne me dites pas que ce n'est pas possible de faire payer les milliardaires. Ne me le dites pas. Ou alors, au moins, laissez-nous essayer. Et que quand on sera à l'affrontement avec les milliardaires... Et non, attendez. En 80, on a essayé, ils sont partis tout de suite. Donc, allez. 83, on a changé. Avec Marine Le Pen, au moins, les milliardaires seront tranquilles. C'est ça que vous me dites? Vous me dites les milliardaires seront tranquilles avec Marine Le Pen, donc du coup, on va vers Marine Le Pen. Et en 2012, il y en a qui sont partis aussi. Bruno, je dis, oubliez le rêve macroniste. Oubliez le rêve macroniste. Mais c'est pas une question de rêve macroniste, c'est une question d'efficacité de l'économie. Donc, ce sera avec Marine Le Pen, cette efficacité? C'est Marine Le Pen. Je pense que son programme, il coûte aussi très cher. Donc vous allez faire quoi? Le vôtre, mais il coûte très cher. Donc vous allez faire quoi? Vous allez choisir nous ou Le Pen? C'est la seule question qui vous est posée. Vous n'aurez pas la majorité absolue, mais Raquel enfin, Garrido. Allez, on passe la parole à Pablo, de l'autre côté de la table. Et après, on va écouter Gabriel Attal, s'il vous plaît. Pablo. Alors, je vais parler le plus longtemps possible. Non, mais j'ai deux petites choses. J'ai deux petites choses à dire pour remettre l'église au milieu du village. D'abord, sur les électeurs du Nouveau Populaire qui pourraient voter pour des candidats du Rassemblement national. Depuis tout à l'heure, vous racontez des trucs mais qui sont faux. En 2022, oui, on se pose la question. Je vais vous dire ce qui s'est passé en 2022 parce que il y a eu une étude IFOP sur les votants des différents partis politiques. Ceux qui ont voté pour Jean-Luc Mélenchon au premier tour de l'élection présidentielle, puisqu'il avait fait un gros score, donc je parle de lui. Eh bien, ils ont voté à 45% pour Emmanuel Macron au second, à 45%. Ils se sont abstenus et ils n'ont voté qu'à 13% pour Marine Le Pen. C'est-à-dire qu'ils sont 45 ultra plus 45 plus 10. 103. Non, 42 plus 45 plus 13. Voilà, ok, pour être plus précis, parce que Roselyne est pointilleuse. Donc, cette vague, en fait, du nouveau Front Populaire vers le Rassemblement National, ça n'existe pas. Ça, c'est un vœu pieux. Alors, je dis pas que... 13%, c'est pas rien. C'est ça fait ultra minoritaire. Ah bah, 13%. Bon, ok, si vous voulez. Bah non, enfin, c'est pas rien, 13%. C'est ce qu'on appelle ultra minoritaire. Pour Yannick Jadot, c'est 7% qui a voté Marine Le Pen au second tour des électeurs de Yannick Jadot. Donc, c'est à exclure. Après, il y a une question, la question sociologique, parce que Fred, tu disais, bah oui, mais les gens, avant, ils votaient pour le Parti communiste, maintenant, ils votent Rassemblement National. Ça prend beaucoup plus longtemps. Moi, je te dis qu'en l'espace d'une semaine, tu passes pas de Nouveau Front Populaire à Marine Le Pen. La deuxième chose que je voulais dire, c'est que moi, je suis désolé, mais je ne
vois pas pourquoi on parle encore de est-ce que Jean-Luc Mélenchon va être Premier ministre, est-ce qu'il va y avoir un Premier ministre du Nouveau Populaire. C'est pas possible. Enfin, mathématiquement, genre, le Nouveau Populaire n'aura pas de majorité. Vous n'y croyez en plus. revanche, non mais il n'y a pas d'à y croire, pas y croire. Parce que tu es de droite, comme dirait Raquel mais non, Garrido. c'est pas une question de droite, pas de droite. C'est pour ça. En revanche, je pense qu'il faut mettre toute son énergie pour ne pas que l'extrême droite, elle, ait une majorité. Parce que là, il y a un risque qui est avéré. Après, on verra comment est-ce que ça se passe à l'Assemblée nationale. On verra comment on reconstruit une démocratie avec un vrai clivage gauche-droite et qu'on exclut enfin, pour une bonne fois pour toutes, l'extrême droite de l'Assemblée nationale. Je suis retombé sur une citation de Castaner qui disait, mais c'était en 2000, je sais plus quoi, de 18, je crois, il disait « Je suis contre la proportionnelle intégrale parce que je ne veux pas qu'il y ait 100 députés du Rassemblement national à l'Assemblée. » Vous voyez ? Et c'était il y a tu descendais l'escalier à mi-étage, tu t'es jeté par la fenêtre pour arriver plus vite au sol, c'est ça? Sur l'après-second tour, le 8 juillet, je voudrais qu'on écoute le Premier ministre Gabriel Attal. Il y a un troisième chemin, qui est celui que je défends, qui est celui d'avoir une Assemblée nationale plurielle au sein de laquelle nos candidats sont présents pour protéger les Français des hausses d'impôts, protéger les Français des projets de division. Donc éviter que le Rassemblement national ait une majorité absolue, ça passe dans certaines circonscriptions, poignées de circonscriptions, par des désistements de nos candidats pour empêcher le Rassemblement national d'avoir cette majorité absolue. Maintenant, désistement ne veut pas dire ralliement. Quelle est cette troisième solution, Bruno, que défend Gabriel Attal? Et peut-être un mot aussi sur son état d'esprit. On l'a dit très combatif pendant la campagne, juste avant le premier tour. Est-ce qu'on sait là si vraiment il y croit encore, Gabriel Attal? Bon, il assume sa tâche jusqu'au bout. C'est lui qui a été désigné pour mener cette campagne alors qu'il était contre la dissolution. Il l'a dit, il s'en est pas caché. On a disparu pendant une journée. Ensuite, il a pris le rôle de leader de la campagne. Et à mon sens, si on prend les résultats d'ensemble, qui sont pas terribles, mais enfin, il partait de 14% aux européennes. Il a remonté de 6 points. Il a plutôt remonté. Et je pense qu'il a pris un peu des voix de Raphaël Glucksmann, notamment, certainement un peu effrayé par les sorties régulières de Jean-Luc Mélenchon. Donc il a plutôt, à mon avis, pas réussi sa campagne, parce que sinon il aurait fait bien ça. Mais il a plutôt limité la casse. Il va aller jusqu'au bout. On verra bien ce qui se passera dimanche. Je pense qu'on n'aura pas le même Gabriel Attal en début de semaine prochaine ou dimanche soir. On verra. La tonalité de Gabriel Attal qui va, une fois qu'il aura rendu son tablier, à mon avis, sera sans doute différente à l'endroit d'Emmanuel Macron. On verra la tonalité de son discours, mais on voit bien que... Et que défend-il là, comme solution? Moi, je pense c'est quoi cette troisième solution? Je pense que là, il est la troisième solution, c'est-à-dire... Après, j'allais dire, c'est 50 nuances de gris, là, on voit bien. C'est-à-dire que d'Édouard Philippe... Il est 23h40. D'Édouard 50 nuances de gris. Alors, on va poursuivre Bruno Le Maire. J'allais y venir. De Bruno Le Maire à Édouard Philippe jusqu'à Emmanuel Macron, on voit bien que il y a tout le kaléidoscope, la nuance de soutenir ou pas quelques LFI, ils commencent à regarder. Non mais c'est classé X. Soutenir Caroline Fiat. Il y a encore des enfants dans la télé. Soutenir Caroline Bruno, Fiat. il n'est pas du matin, mais il n'est pas non plus du très tard le soir. On a accumulé les heures, chère Alice. Mais alors, c'est quoi cette Assemblée nationale plurielle L'Assemblée nationale plurielle, c'est essayer de constituer... C'est le concept. Et ça s'appelle l'Assemblée nationale. C'est essayer de constituer une coalition qui, à mon sens, sera sans doute impossible à constituer. Arithmétiquement, ça va être difficile. C'est ce qu'ils essaient de faire d'ailleurs depuis longtemps et qu'ils n'ont jamais tellement réussi à faire. Oui, mais ils n'ont pas posé les jalons pour le faire. Tiens, vous rêvez, Raquel, à la 6e République, on retourne à la 4e. C'est ça. Qu'est-ce que vous en La 6e pensez? République, c'est la 4e. Raquel Garrido, 4e dans la 5e. est-ce que vous appelez vos camarades du Nouveau Front Populaire si cette grande coalition et se met en place à y participer? Moi, je pense que vous pouvez... Julie se moque de moi parce que je cherche mes mots. Vous pouvez espérer être surprise sur la faiblesse du nombre de députés macronistes. Je veux pas vendre la peau de l'ours et ainsi de suite. Décidément. Mais là, pour l'instant, c'est parti pour être divisé par deux. il me semble quand même qu'ils vont être très faibles. Donc, par conséquent, j'en reviens quand même à la summa divisio qui est là, qui est la plus importante et qui est la seule qui compte. Il va falloir que vous choisissiez toutes, messieurs, dames, toutes, entre l'extrême droite et le Front populaire.
Voilà. C'est ça la grande question. Alors que le macronisme gesticule des petites, voilà, des petits mouvements de survie, c'est logique. C'est logique. Mais ça ne tient pas la rampe face à la grande vague. Dimanche dernier, il y a eu 2 vagues. Une vague d'extrême droite et une vague Front Populaire, avec des millions de Français. Mais vous plaisantez, l'augmentation de la participation de 20 points, c'est une vague historique. Vous aurez moins de députés qu'avec la NUPES. C'est ce que je dis. Non, mais attendez, je parle du fait que... Regardez les chiffres. Quand je dis qu'il y a des vagues, ce que je veux dire, c'est que vous avez des gens qui sont venus à l'urne, qui n'étaient pas venus en 2022, qui n'étaient même pas venus à la... C'est un des plus faibles scores du total des gauches. Je dis pas, pardon, je ne dis pas que la gauche est majoritaire. D'accord. Elle est en recul. Je dis même, elle est très faible. Non, on voit, nous sommes, on voit. Ah oui, mais parce qu'il y a beaucoup de. Mais c'est vrai aussi pour le reste. Non, mais pas pour le reste, pour l'extrême droite, pas pour le macronisme, d'accord. Donc pour le macronisme, il est réduit. Donc il y a 2 grands mouvements et il va falloir choisir son camp. C'est tout. Il n'y a pas d'autre question. Donc à partir de là, on verra bien qui est dans l'hémicycle. J'espère que ce sera une majorité Front Populaire et qu'on aura un beau gouvernement du Front Populaire. Et si ce n'est pas le cas, la crise institutionnelle provoquée par Macron continuera de se dérouler sous nos yeux. Et donc exactement la même chose que l'extrême droite. C'est moi qui Et donc, Raquel Garrido... Les 2 camps, l'extrême droite ou l'extrême gauche. L'information qu'on retient ce soir, c'est que vous désistez. Oui. Donc, même si les candidats LFI sont maintenus face à Alexis Corbière ou encore Daniel Simonet. Merci beaucoup à vous d'être venus sur place.